Fondateur et directeur de la plateforme Illumins, que certains peut-être d'entre vous connaissent et que d'autres vont connaître, puisque vous verrez que dans la réforme du troisième cycle, il y a un certain nombre de programmes qui sont basés sur la simulation, c'est ce qu'on fait ici. Mais je ne venais pas vous parler de ça, je venais vous dire d'abord que je suis ravi de vous recevoir ici et vous souhaiter la bienvenue. Remercier l'AJAR et tout son bureau d'avoir organisé cette soirée. Je pense que c'est important de vous donner les informations les plus complètes possibles sur les éléments de la réforme qui se met en place et dans laquelle vous allez rentrer, et puis de décliner ensuite par spécialité les aspects spécifiques. Voilà. Paul, Laura et tous les autres vont vous détailler le programme de la soirée. Moi surtout je voulais vous souhaiter la bienvenue, remercier l'AJAR d'avoir organisé ça, vous dire que pour ceux qui vont revenir sur les plateformes de simulation, notamment dans le DES d'anesthésie-réanimation, de cardio un petit peu, Quentin vous en parlera, de néphro ça devrait venir, et de gastro pour l'endoscopie. Et on vous recevra avec plaisir et vous verrez justement la façon dont on peut apprendre son métier de façon assez différente de ce que les internes auparavant ont pu faire, puisque vous allez vous entraîner justement sur des modèles simulés. Voilà. Je ne vous embête pas plus longtemps, je passe tout de suite la parole à Laura. Merci à tous d'être là et excellente soirée. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Laura Bouzien, je suis interne en anesthésie-réanimation en 4e semestre. Et moi, je vais vous parler de la réforme, donc la réforme du 3e cycle, sinon c'est la R3C, je pense que vous en avez tous entendu parler, normal, puisqu'elle va s'appliquer à vous. Juste un petit sondage avant de commencer, qui est-ce qui a eu une présentation de la R3C dans sa fac, université, qui est-ce qui est... Alors, c'est pas beaucoup. D'accord, ou en stage, ou autre. Ok, donc c'est vraiment pas beaucoup. Qui est-ce qui était venu à notre réunion de février, peut-être, pour avoir des infos? Quelques-uns. Ok, donc on va parler de tout ça. C'est effectivement quelque chose dont on ne nous a pas forcément tant parlé que ça, alors que ça nous concerne au premier degré. Donc on va voir ça ensemble. Donc, l'internat, c'était quoi? L'internat tel que moi je le fais actuellement, tel que les internes au-dessus de vous le font, c'était un internat qui était semi-filiarisé, c'est-à-dire qu'on s'engageait en choisissant une spécialité, mais on pouvait aussi choisir une spécialité qui en regroupait plusieurs. Par exemple, en choisissant la chirurgie générale, on ne choisissait pas tout de suite si on faisait de l'urologie ou si on faisait du viscéral, on choisissait chirurgie générale et au fur et à mesure de son internat, on se spécialisait. On avait des spécialités qu'on obtenait directement en choisissant son DES, et ensuite on pouvait se surspécialiser en choisissant un DESC. Par exemple, on pouvait faire cardiologie et choisir de se spécialiser en réanimation en faisant le DESC de réanimation médicale. Et dans cette ancienne version, il y avait les postes-internats qui étaient facultatifs. Donc un poste-internat, c'est quoi? C'est les postes que vous voyez avec vos chefs à l'hôpital, donc les postes de CCA, les postes d'assistant. En gros, c'est continuer d'être à l'hôpital comme chef pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans à l'hôpital, et ça donne accès au secteur 2. Alors tout ça, vous oubliez, c'est fini, c'est plus pour vous. Donc, l'objectif de la réforme, pour vous, c'était justement de modifier cet internat en profondeur avec différents objectifs. Tout d'abord, de se mettre aux normes par rapport à la formation européenne, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a quand même des normes pour la formation des jeunes médecins, et donc on voulait homogénéiser la formation française avec les normes européennes. Les objectifs secondaires, c'était également d'homogénéiser la formation sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un cardiologue qui soit formé à Brest, à Marseille ou à Paris soit formé exactement pareil, et ce, dans toutes les spécialités. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des programmes communs, ça passe par l'édification d'une maquette commune et fixe pour chaque spécialité. Enfin, le dernier objectif, c'était la filiarisation, pour en fait avoir une visibilité sur la démographie médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, un interne de choisir un DES et rester dans ce DES, ne pas pouvoir en sortir, en gros mettre les internes dans des tuyaux spécifiques dont on sait à la fin à quoi ils aboutiront, et donc d'avoir une visibilité sur ce que donnera la démographie 4 à 5 ans après, quand les internes sortiront de leur formation. En pratique, pour vous, ça se concrétise par la suppression des DESC pour éviter les surspécialisations et donc ne pas savoir par quoi les internes vont finir, par la mise en place d'une filiarisation stricte des spécialités avec la mise en place de 44 DES. Donc maintenant, il n'y a plus de DESC, mais vous avez 44 DES.
Pour les surspécialisations, ce sera toujours possible avec la mise en place d'options. Alors les options, c'est spécifique à une spécialité. C'est dans la spécialité pouvoir un petit peu se surspécialiser. Par exemple, la pédopsychiatrie par rapport à la psychiatrie, une surspécialisation qui sera accessible par une option. Ça ne donne pas une spécialité différente, c'est juste une compétence supplémentaire. Et il y a également les FST. Les FST, c'est les formations spécifiques transversales qui sont accessibles à plusieurs spécialités et qui donnent une caractéristique médicale qui est transversale. Par exemple, on pense que la réanimation pédiatrique pourrait être accessible par la pédiatrie ou par l'anesthésie-réanimation ou par la médecine interne-réanimation. Voilà. Si vous avez des questions, on fera une table ronde de toute façon à la fin où on sera dans les différents plans, vous pourrez bien nous les poser, notamment pour la réforme, il y aura un point spécial. Alors votre nouvelle maquette, qu'est-ce que ce sera? La maquette, elle est très spéciale, elle est nouvelle, elle est faite pour vous. Donc la phase 1, en fait c'est un internat qui va être découpé en 3 phases. Phase 1, phase 2 et phase 3. La phase 1, c'est la phase socle. C'est la phase où vous devez acquérir les compétences de base de votre spécialité. Elle dure 1 an. Pendant cette année-là, vous devez passer dans des stages qui sont spécifiques à votre maquette, qui sont édictés à l'avance, qui feront que vous devez passer obligatoirement dans votre spécialité. Par exemple, avant, c'était difficile pour les dermatologues de passer en dermatologie dans leur première année d'internat. Vous, si vous choisissez dermato, ce qui ne devrait pas être votre cas si vous êtes ici, vous aurez forcément un stage de dermatologie en première année. Ensuite, la phase 2, c'est la phase d'approfondissement. Selon les spécialités, elle dure 2 à 3 ans et elle permet d'acquérir les compétences complémentaires de sa spécialité. Donc ça, c'est en fait approfondir tout ce qu'on a appris, vraiment découvrir sa spécialité et en devenir un vrai spécialiste. Et enfin, la phase 3, dite de consolidation, alors là, on n'est plus interne. Ça, c'est la grande nouveauté de la réforme. On est assistant spécialiste de 3e cycle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez à peu près les mêmes fonctions qu'un assistant, qu'un chef, que vous êtes mis en autonomie, que vous faites des gestes seuls, que vous faites des consultations seuls, mais par contre, vous êtes toujours étudiant. Donc, vous avez le droit de faire des consultations, mais vous êtes sous la responsabilité d'un chef. Vous avez le droit de payer votre cotisation au Conseil de l'Ordre et l'assurance, mais vous êtes toujours étudiant. Donc, au niveau de ces phases, elles sont sanctionnées par des évaluations successives. Vous avez une évaluation à chaque fin de phase pour certifier que vous avez bien acquis les compétences nécessaires à la validation de votre maquette. Ceci afin d'éviter qu'il y ait des gens qui continuent leur internat alors qu'ils n'ont pas acquis les compétences et qui se retrouvent en fin d'internat à ne pas être capables d'exercer leur métier. Donc il y en a une en fin de phase 1, en fin de phase 2 et en fin de phase 2, vous avez également le passage de la thèse. Pour les remplacements, vous pouvez les faire uniquement après le passage de la thèse. Donc c'est-à-dire que les remplacements, quelle que soit la spécialité que vous ferez, ne se font qu'après la fin de la phase 2, uniquement en phase 3. Donc ça change, par exemple pour les anesthésistes réanimateurs qui pouvaient les faire après la fin de leur 5e semestre, maintenant c'est uniquement en dernière année. Alors, je vais revenir un peu sur assistant spécialiste de 3e cycle, donc ce statut très particulier. Ce statut dure 1 an pour toutes les spécialités médicales et 2 ans pour les spécialités chirurgicales. Il donne accès, ça a été une des revendications des étudiants, à une année pour le secteur 2. C'est-à-dire que cette année que vous passez comme assistant spécialiste valide une année de cotisation pour le secteur 2. Il vous reste seulement une seule année supplémentaire de post-internat à réaliser pour que votre secteur 2 soit validé. Alors pour les chirurgiens, c'est aussi 1 an pour le moment, il faudrait que ce soit 2. Ils ont probablement 2 années de post-internat, mais qui valideraient qu'une seule année de secteur 2. Alors, donc, on l'a dit, vous êtes en autonomie supervisée. Et le salaire, donc le salaire, il y a une petite revalorisation salariale. Vous êtes payé comme un interne, plus au maximum 400 €. C'est pas encore définitif, on n'a pas encore exactement les arrêtés qui donneront le futur salaire. Ce sera peut-être que plus 100 €. Je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, c'est censé être aligné sur le salaire des assistants premier échelon. D'autres nouveautés qui ont été incluses dans la réforme. Tout d'abord, le droit aux morts. Donc ça reste. Vous avez toujours le droit de faire un droit aux morts. Si jamais vous continuez votre spécialité et qu'en 2e, 3e semestre, vous vous rendez compte que « Ah bah non, en fait, la dermato, c'était pas pour moi, je vais absolument faire de la gastro », vous pouvez toujours, jusqu'à la fin de votre 4e semestre, changer de spécialité vers n'importe quelle spécialité.
Quand je dis n'importe quelle spécialité, c'est aussi valide pour les co-DES. Si vous êtes en médecine interne et qu'en fait vous voulez faire de la maladie infectieuse, vous avez fait une première année commune, et si en troisième semestre vous voulez changer, vous pouvez changer pour la maladie infectieuse sans refaire votre première année de ça. Le changement de spécialité, ça aussi c'est une nouveauté, mais ça c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette nouvelle disposition, vous pouvez changer de spécialité après la fin de votre internat. Alors, c'est quand même des modalités spéciales, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes pneumologue, vous vous rendez compte que vous voulez faire de la cardio, vous devez exercer 5 ans comme pneumologue et repasser un DES de cardiologie. Donc ça veut dire que vous recommencez à zéro. Tout ça, ça a été mis en place parce que maintenant que c'est très filiarisé, les moyens de passer d'une spécialité à une autre sont devenus beaucoup plus compliqués. Donc pour des spécialités qui sont difficiles, comme par exemple la médecine d'urgence, des gens qui font la médecine d'urgence toute leur vie, c'est possible de se reconvertir via ce moyen-là. Après, il faut avoir quand même assez de courage pour refaire un nouveau DES. Dernière chose qui est présente dans cette nouvelle réforme, c'est le contrat de formation. Ça, c'est pour vous aussi. C'est dès la fin de la phase SOP, en fait, c'est votre CV, c'est votre projet de carrière, c'est ce qui va vous accompagner pendant tout votre internat, tout votre troisième cycle. En fait, c'est votre dossier qui vous suit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ce que vous avez envie de faire, il y a vos projets, votre motivation, votre CV, tout ce que vous avez envie. Donc ça se fait en collaboration avec votre coordinateur de DES local. Et c'est ce dossier qui va déterminer si oui ou non vous aurez accès à des FST, à celles que vous voulez, si oui ou non vous aurez accès également à une option, et si oui ou non vous aurez accès au stage que vous voulez pour la phase 3. Parce que la phase 3, ça change. Ce sera plus comme maintenant, comme tous les stages que vous allez avoir en phase 1 et en phase 2, accessibles selon votre rang de classement. La phase 3, les stages vont être attribués par bid matching. Qu'est-ce que ça veut dire le bid matching? Ça veut dire qu'en gros, vous allez dire, moi je vais aller dans ce stage A, ce stage B ou ce stage C. Et le chef de service du stage A, il va dire, moi je veux tel interne ou tel interne. Et en gros, ça va faire un matching entre tout ça. Et avec l'avis du coordinateur qui va dire, lui, dans son projet de carrière, il avait mis qu'il voulait absolument faire la spécialisation du stage B. Il a mis le stage B. Et ok, il y a tel interne qui le veut aussi, mais en fait, c'est lui qui va l'avoir parce qu'il avait mis ça dans son dossier. Et puis d'ailleurs, il était plus motivé. Et puis voilà. Donc ce dossier, c'est pour vous vendre, il va falloir le constituer dès le début, et ça va être important. Je pense que j'en ai fini pour la réforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser à la fin. J'essaierai d'y répondre. Après, tous mes collègues, qui soient gastro, néphro ou cardio, s'y connaissent aussi très bien. Donc je connais pas mal aussi en anesthésie réa. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Pour ceux qui nous regardent éventuellement, vous n'hésitez pas à les poser sur Twitter et sur Facebook, on y répondra également. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Paul, je suis interne en anesthésie et réanimation à Paris en Ile-de-France. Et c'est moi qui vais vous présenter globalement, en gros, ce qui fait l'internat d'anesthésie réa, alors que ce soit à Paris, parce que c'est ce que nous on fait au quotidien. Mais globalement, ça s'applique à peu près toutes les régions de France. Alors, ça c'est juste une petite diapo très rapide. Là-dessus, c'est pas le principal, mais tout ça pour vous dire que l'anesthésie réa, c'est une spécialité qui est extrêmement jeune. En dépit du fait qu'on a commencé à faire l'anesthésie dans les années 1800, mais globalement, ça a pris un essor dans les quelques dizaines d'années qui viennent de s'écouler, et c'est une spécialité pour laquelle il reste à peu près tout à faire. C'est une spécialité où il y a de la recherche qui est extrêmement dynamique, que ce soit la recherche fondamentale, de la recherche clinique, il y a de l'enseignement qui est novateur avec la simulation par exemple, de là des technicités cliniques au lit du malade qui ne cessent d'évoluer avec de plus en plus de moyens au quotidien. Tout ça pour dire que globalement, l'anesthésie, c'est une spécialité dynamique et extrêmement jeune. Quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement, les différents rangs de classement qui permettaient d'obtenir l'une ou l'autre des villes par rapport à l'internat l'année dernière. Globalement, c'est à peu près stable d'une année à l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que Paris, on est aux alentours de 3000, 3500, ça dépend des années. C'est dû au fait que ce soit des promos d'à peu près une centaine d'internes, qui sont donc en fait les plus grosses promos de toute la France, et donc il y a une quantité de postes qui est extrêmement importante à pourvoir. En dehors de ça, dans les différentes villes de province, ce sont des promos qui varient entre 4-5 internes pour les plus petites villes, jusqu'à 25 internes pour les provinces de taille moyenne comme Lyon, par exemple, Marseille, des choses comme ça.
À Bordeaux, c'est des promos d'une quinzaine d'internes, et à Bordeaux, du coup, les rangs limites, c'est à peu près 1500. Lyon, c'est 1800 environ. Lille, c'est 2500, voire un peu plus loin. Nantes, qui est assez attractif, c'est aux alentours de 2000. Et puis après, vous avez toutes les autres provinces qui s'échelonnent entre tout ça. Alors ça, c'est juste pour vous reprendre un peu la maquette dont a parlé Laura tout à l'heure. Pas grand chose de très différent, c'est toujours divisé en 3 phases. La phase socle, alors vous êtes au courant qu'à partir de la rentrée qui va commencer en novembre, ceux d'entre vous qui feront de l'anesthésie-réanimation s'inscriront dans le co-DES du DESA-MIR avec la médecine intensive réanimation. Et cette phase socle, donc il y aura quelques éléments qui seront communs entre le DESA et la MIR, et notamment cette phase socle qui sera composée pour tout le monde d'un stage de 6 mois d'anesthésie et de 6 mois de réanimation. Et comme l'a dit Laura, l'objectif de cette phase socle, c'était de faire en sorte que tout le monde ait un minimum enfin en tout cas accès à des stages de qualité suffisante pour commencer en tout cas l'exercice dans cette spécialité. Et en gros, ça veut dire que ce sera des stages d'anesthésie ou de réanimation dans des CHU qui ont été évalués avec une qualité d'encadrement, de formation, de cours, et en même temps de possibilité d'aller en DES suffisante pour pouvoir y accueillir des internes de premier et deuxième semestre. Donc ça sera pour l'anesthésie, pour la réanimation. À l'issue de ça, vous allez passer une petite évaluation qui a déjà, d'ailleurs, vraisemblablement celle qui a été mise en place déjà depuis 2 ans sur le DES d'Île-de-France. À Paris, c'est des QCM de base de physiologie et de pharmacologie que tous les internes passent à la fin du 2e semestre, qui a pour vocation de vérifier que tout le monde connaît bien les fondamentaux de l'anesthésie, de la réanimation, de la base de la base. Après ça, vous allez rentrer en phase 2, qui va durer 3 ans. Donc là, vous allez avoir accès à des stages d'anesthésie, de réanimation, avec tout ce que ça recouvre comme diversité de stages, la réanimation médicale, la réanimation chirurgicale, bref, l'ensemble de tous les services dans lesquels vous allez pouvoir passer pour approfondir votre exercice. À l'issue de ça, vous allez devoir passer votre thèse. Ce qui n'est pas marqué sur cette slide, c'est que pendant la phase 2, en anesthésie-réanimation, il y a aussi un mémoire à écrire. Et donc on fait partie des quelques spécialités qui ont à la fois un mémoire et une thèse de médecine à écrire pour pouvoir valider le DES. Et enfin, vous allez avoir une phase 3 de consolidation qui durera 1 an, à savoir si ce sera divisé en 2 stages de 6 mois ou un seul stage de 1 an. Pour l'instant, c'est pas encore défini. Ça fait partie des quelques éléments qui restent encore à définir dans les mois et dans les années à venir. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose de très 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 différent par rapport à la maquette générale de l'internat pour toutes les autres spécialités. Et comme l'a dit Laura, les remplacements se feront à partir du 8e semestre validé. Donc après que la thèse ait été validée, que la cotisation à l'ordre soit enfin payée et que toute la paperasse administrative soit déjà écoulée. Alors, en ce qui concerne la maquette que vous allez devoir faire pendant l'ensemble de ces 10 semestres, parce qu'on globalement on va considérer que l'internat il reste à 10 semestres, 2 en première phase, 6 en phase 2, et puis entre 1 et 2 sur la phase 3. Vous allez devoir passer, pour ceux d'entre vous qui feront le DESAR, l'ensemble, en gros vous allez devoir parcourir un ensemble de tous les différents types d'exercices qui peuvent à peu près se voir, en tout cas vous allez parcourir tous les services qui vont couvrir toutes les différentes pathologies relatives à l'anesthésie-réanimation. Et donc ça va comporter 6 mois, ce qu'on appelle l'anesthésie polyvalente. C'est le bloc de chirurgie, la gynéco-cancéro, l'urologie. 6 mois d'anesthésie pédiatrique, parce qu'on considère que quand même, ça vous le verrez un peu plus tard, mais globalement, parmi tous ceux d'entre vous qui font l'anesthésie réa, il y a une minorité qui feront de la réanimation, une minorité qui feront de l'anesthésie pure, et une grande partie qui feront un exercice partagé. Et parmi ceux-là, il y en a qui feront de la clinique, etc. etc. Et dans ceux qui font la clinique, il y en a quand même beaucoup qui auront parmi vous à endormir des enfants. Et donc c'est pour cette raison qu'on considère que l'anesthésie pédiatrique, c'est le 2e semestre qui doit être fait pendant 6 mois pour un peu parcourir ces spécificités qui sont propres aux petits. Donc ça c'est 2 fois 6 mois. Et ensuite l'obstétrique, l'ortho avec notamment l'anesthésie loco-régionale, l'écho, etc. etc. La chirurgie cardiovasculaire et thoracique, et ce qu'on appelle l'anesthésie du segment céphalique, donc qui regroupe la neurochirurgie, l'ORL avec ses spécificités, l'ophtalmo, etc. Ces différents stages, c'est des stages de 3 mois, et ce qui en général se fait à la fois en province et ici sur la région Île-de-France, c'est que dans les accréditations des stages, donc quand vous allez prendre des stages fléchés à l'ARS, en général ils sont fléchés pour au moins 2 de ces éléments-là, parce que de faire un stage de 6 mois d'orthopédie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, parce qu'il y a l'intérêt que vous allez y porter, mais il y a aussi le fait que l'internat c'est limité,
et qu'il faut écouler les semestres de la maquette sans qu'on n'avance pas. Et donc en général, vous faites un stage qui comprend 3 mois de ceci, 3 mois de cela, afin de pouvoir faire un petit peu la maquette assez rapidement. À côté des stages d'anesthésie, qui représentent, quand vous faites le compte, un total de 4 semestres, si vous vous débrouillez bien pour faire tout ça, en général, avec les aléas de ceci, cela, ça fait à peu près 5 semestres. Et à côté de ça, vous avez les stages de réanimation, donc 6 mois de réanimation chirurgicale obligatoire, 6 mois de réanimation médicale obligatoire, et après 2 semestres de réanimation qui restent au choix. Ce qui apparaît là, que vous voyez, et qui est un point important à souligner, c'est que malgré la modification, malgré l'apparition du DESARMIR et donc de la filière médecine intensive réanimation, les internes de DESAR restent des internes qui ont accès à tous les types d'exercices de la réanimation, qu'elles soient médicales, chirurgicales, polyvalentes, pédiatriques, ou ce que vous voulez. C'est les seuls réanimateurs qui auront accès à la formation dans l'ensemble de ces services. Voilà. Ce qui nous fait, si vous avez bien compté, 4 et 4, 8, et ça nous laisse globalement 2 semestres libres pour aller faire soit des stages dans les spécialités médicales. On a beaucoup de nos internes qui font des stages, notamment des stages de maladies infectieuses, dans les stages de cardio, dans les stages de microbio, bref, dans les stages très cliniques et très spécialités médicales pour compléter leur formation sur ces éléments-là. Ça peut être l'occasion de faire encore un stage de réa, un stage au SAMU, un stage dans ce qu'on appelle les salles de réveil et les accueils polytraumatisés et déchocage, ou encore dans d'autres types de services, comme les unités de douleur, etc., qui sont un autre exercice possible en anesthésie-réanimation. Alors, en ce qui concerne justement les différents terrains de stage dans lesquels vous allez pouvoir passer pour effectuer votre maquette, bien entendu, il y a le CHU, qui est le lieu privilégié que tout le monde connaît, où tout le monde y est passé. Il y a quelque chose qu'on connaît un petit peu moins quand on vient de la région parisienne, qui sont les centres hospitaliers généraux. En gros, tous les centres hospitaliers qui sont en dehors de Paris, qui ne sont pas affiliés à la PHP, où le mode d'exercice est un petit peu différent. On est un petit peu sans les grosses contraintes du plus gros CHU d'Europe. Après, il y a les établissements, en gros, sous contrat avec le privé, qui ont sous contrat avec le public, les établissements privés sous contrat avec le public, qui sont là encore une modalité d'exercice un petit peu différente. Et puis enfin, en anesthésie, on a la chance du fait de l'exercice futur des praticiens en clinique qui est assez fréquent, d'avoir des stages en clinique. Et donc en fait, avec ces différents terrains de stage, vous allez pouvoir passer un petit peu à droite, à gauche, faire de l'anesthésie ceci, l'anesthésie là-bas, en réa, en CHU, en clinique, etc. Et puis vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous plaît dans la vie. Parce que la réanimation en CHU, c'est sûr que ça intéresse pas mal de monde, il ne faut pas se voiler la face, pardon. Quand on vient en anesthésie réa, la plupart des gens ils veulent faire de la réanimation en CHU parce que c'est extrêmement prestigieux et ça intéresse tout le monde. Mais globalement, une grande majorité des gens qui feront en anesthésie réa, ils feront de l'anesthésie en clinique et il n'y a aucun mal à ça. D'accord ? En ce qui concerne toujours le DES, il y a la formation théorique qui présente un pan important de l'internat. Vous avez pour ça, en anesthésie, c'est quelque chose de globalement assez uniformisé sur la France. Il y a 23 modules de DES qui doivent être validés. Alors, les modalités de validation pour l'instant sont un petit peu hétérogènes. On ne sait pas encore comment ça va être unifié pour votre année, mais globalement, il semblerait que tout passe sur CIDES et que, en tout cas en ce qui concerne l'Île-de-France, c'est de la validation AQCM après avoir été à des cours en présentiel dont la présence est fortement recommandée. Voilà, donc vous avez tous les cours, tous les PDF, tous les trucs qui sont en ligne, vous avez des QCM qui sont disponibles, vous les validez comme ça, et il y a un total de 4 entretiens, 4 oraux, il y a un entretien pendant le 2e semestre, et des oraux de 3, 5 et 7e semestre, pour compléter tout ça avec des articles de LCA présentés et des cas cliniques d'anesthésie-réanimation avec les coordonnateurs et des PUPH de la région. Voilà. Et enfin, pour terminer sur le volet formation et internat, vous avez en anesthésie-réanimation, on peut dire un peu plus qu'ailleurs parce que c'est en général en première ça qu'on pense, la formation en simulation qui est extrêmement développée. Alors à Paris, on a la chance d'avoir la plateforme Illumins qui est un des premiers centres à s'être créé et un petit peu leader sur le sujet. Mais le Kremlin-Bicêtre a lui aussi un centre en simulation. Paris 7 vient de se doter d'une annexe de Illumins. Et puis dans à peu près maintenant tous les CHU de province, vous avez des centres de simulation qui sont extrêmement dynamiques et qui ont beaucoup de moyens. Et là aussi, vous allez pouvoir disposer d'une formation en simulation qui est extrêmement performante. Alors, les remplacements, on en a parlé. Ça va de soi, dans la vie, il faut bien vivre à un moment. Et donc, les remplacements, c'est vrai, c'est une bonne façon de se faire le salaire d'un interne en un week-end. Il ne faut pas se voiler la face, en anesthésie, c'est comme ça que ça se passe. Mais au-delà du côté financier que tout le monde voit, parce que c'est le truc le plus évident, il y a le côté formation et qui est finalement peut-être, de la part, en tout cas les gens qui en font vous diront que finalement c'est ça qui leur reste le plus,
C'est le côté formation qui est finalement le plus important, parce que de se retrouver à la fin de son 5e semestre, tout seul au bloc opératoire, de commencer un peu à avoir de l'exercice autonome, sans avoir un chef qui nous dit voilà comment tu dois attacher la sonde d'intubation quand tu es 6e semestre. Ça commence un petit peu à apprendre ton autonomie, comment tu fais les choses, bref, tu apprends un peu à être un anesthésiste réanimateur autonome. Alors ça peut être les remplacements d'anesthésie dans les cliniques privées, hein, mais il y a aussi les gardes de seniors en réanimation qui sont tout autant formateurs, et finalement c'est probablement ce côté-là qui est le plus intéressant et qui fait que les gens sont de plus en plus encouragés à faire des remplacements d'anesthésie et des gardes de seniors en réanimation. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, finalement, il faut voir l'anesthésie-réanimation comme étant la spécialité qui, globalement, va vous permettre d'avoir à peu près le quotidien que vous souhaitez. Que vous souhaitiez... alors, là, il y a à peu près tout. Hein, que vous souhaitiez aller poser des ECMO sur des arrêts cardiaques préhospitaliers avec le SAMU de Paris, que vous souhaitiez faire de la chirurgie cardiaque et de la greffe, que vous souhaitiez faire de l'anesthésie loco-régionale en orthopédie de 8h à 18h en clinique, que vous souhaitiez faire du déchocage avec des patients extrêmement graves, que vous souhaitiez faire je sais pas quoi, enfin bref. Globalement, peu importe ce que vous décidez de faire, la porte vous est ouverte. D'accord ? Vous avez, en étant anesthésiste réanimateur, l'embarras du choix, il y a juste à vous de décider ce que vous souhaitez faire, et l'ensemble de tous ces exercices vous est disponible. C'est juste vous qui devez choisir. Et tout ça, bien évidemment, ça va avec le dernier point, choisir, enfin, la qualité de vie. Alors vous savez que voilà, il y a la réanimation, c'est prenant, CHU, etc. Mais il n'y a pas que la réanimation, comme j'ai dit, il y a l'anesthésie aussi, qui est vraiment quelque chose que globalement vous connaissez assez peu parce que vous avez assez peu l'occasion de faire les stages d'anesthésie quand vous êtes externe. Et finalement, c'est pour ça que notre maquette, elle permet de faire des stages à la fois dans le public et dans le privé, parce que globalement, voilà, il y a l'exercice public, l'exercice libéral, avec leurs spécificités qui sont propres. D'un côté, l'exercice public, qui est ce qu'il est, où le salaire est globalement le même pour à peu près tout le monde, hein, ça suit l'échelle des PH, donc ça va de 4000 quelque chose à 7500 pour les PH en échelon 13, et de l'autre côté, l'exercice libéral. Et ben, l'exercice libéral, il y a peut-être moins le côté adrénaline de la réanimation avec des ECMO, mais il y a les 16 000 € bruts en moyenne par mois, qui permet d'aller faire du surf tous les week-ends, ou de partir en vacances. Alors c'est sûr que c'est pas la même priorité de vie, mais je suis pas sûr que le mec qui va faire du surf tous les vacances soit plus malheureux que le mec qui fait de l'ECMO à 2h du mat à 50-50. C'est juste mon point de vue. Hein, après, c'est à vous de réfléchir sur ce que vous voulez faire dans la vie. Hein. Indépendamment de ces deux éléments qui sont mis en opposition sur cette diapositive, il faut surtout retenir que 25% dans les statistiques globales, 25% de ceux qui font l'anesthésie-réanimation feront de la réanimation exclusivement, 25% feront globalement de l'anesthésie exclusivement, et à peu près 50% d'entre vous ou d'entre nous feront de l'anesthésie et de la réanimation avec un exercice mixte, une activité partagée. Et bien sûr, c'est pas ceux qu'on voit le plus dans les réanimations médicales où là vous êtes le plus passé en stage, mais finalement sur la démographie nationale, c'est la majorité des anesthésistes réanimateurs ont une activité mixte. Voilà. Et en ce qui concerne l'activité de réanimation dont je vous ai assez peu parlé finalement, quand vous êtes anesthésiste réanimateur, vous garderez l'accès à la fois à la réanimation médicale, chirurgicale, polyvalente, pédiatrique, à tout. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir une activité dans l'ensemble de ces services, puisque vous aurez été formé à la réanimation de manière globale et sans spécificité. Voilà, c'est à peu près tout. Ça, c'est les différents éléments sur lesquels vous pouvez trouver des liens utiles, poser vos questions. Il y a déjà pas mal d'entre vous qui ont posé leurs questions via le mail de l'AJAR, et on vous en remercie, on vous encourage, si vous avez d'autres questions, à continuer à les poser, à aller voir les questions qui ont déjà été posées par vos prédécesseurs sur le site de l'AJAR qui sont déjà disponibles, et surtout ne pas hésiter à rentrer en contact avec le SNJAR, notre syndicat fraîchement créé, qui vous permettra de vous donner des réponses, notamment sur comment ça se passe en province, puisqu'ils ont des référents dans chaque ville de province. Si vous avez des questions sur telle ou telle ville, vous pouvez leur adresser vos questions. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je voudrais déjà vous féliciter pour vos classements respectifs, vous dire que vous êtes très motivés de venir cet après-midi pour discuter de spécialisation. Et je pense que cette motivation, il faut la garder, quoi que vous ayez envie de faire plus tard. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Donc moi, je vais essayer de vous parler un peu de cardiologie. Je pense qu'il faut aussi pas hésiter à aller voir les internes, aller voir les services, aller voir les différentes villes qui vous chaufferaient éventuellement. Parce que voilà, je vais vous donner un peu une version la plus simple et la plus objective, mais je crois que vraiment chacun a sa réalité, et ce qui est important pour vous, c'est pas essayer de pousser des portes
Et je pense que c'est aussi comme ça que se font les rencontres. Et voilà, moi je vous pousse vraiment à garder cette motivation et pas hésiter à mettre la même volonté pour aller rencontrer des gens. Alors la médecine cardiovasculaire, c'est extrêmement varié. Moi ce que j'avais surtout envie de vous dire, que c'est pas, il n'y a pas vraiment de... Hop, il n'y a pas de pointeur. Si. Il n'y a pas vraiment de cardiologie générale au sens propre. Pour connaître des gens qui sont un peu plus âgés que moi et qui sont déjà installés, je crois qu'il y a vraiment à peu près tous les exercices qui existent, que ce soit toute la semaine full, ou alors vraiment avec un exercice qui est plutôt partagé. Que ce soit la médecine de ville ou la médecine hospitalière, il y a des exercices qui sont vraiment très 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 différents. Je vais vous parler, pour commencer, des options qui sont les options qui sont intégrées à la maquette de cardiologie, qui sont principalement les options interventionnelles et d'imagerie. C'est-à-dire que la grande majorité, voire un peu plus de la majorité des gens feront de la cardiologie un peu dite de ville, dans lequel il y a de nombreuses options possibles, mais il y a aussi 40% des gens qui vont avoir une familiarisation pendant le 2S de cardio. Donc ça commence par la rythmologie. Vous savez que la rythmologie maintenant c'est un essor qui est très important. C'est quelque chose qui est entre l'ablation, quand vous savez on veut ablater les gens, ou la stimulation. Ensuite, il y a le côté interventionnel qui est en plein essor en ce moment, pas seulement au niveau coronaire. Vous savez que maintenant on a des valves percutanées de plus en plus, pour des indications qui sont de plus en plus élargies. Ensuite, il y a une option maintenant qui est créée, donc rythmo, hémodynamique. La troisième option qui est dans le BES, c'est une option d'imagerie d'expert. Alors vous allez me dire, tous les cardiologues font de l'échographie, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a si vous voulez, il y a un troisième niveau, donc il y a le niveau 1 et le niveau 2 qu'on passe à peu près tous dans un DU. Et il y a le niveau 3 qui est un peu une imagerie d'expert, où là vraiment vous faites pratiquement que de l'échographie et de l'imagerie en couple, scanner ou IRM, et là c'est vraiment 100% de votre temps. Donc pour ça c'est une activité qui est très spécifique et qui est très différente de ce qu'on peut faire par ailleurs. On voit que c'est très diversifié. Ensuite on a une FST, vous avez vu, la FST c'est une option qui est partagée avec différentes spécialités, donc nous on la partage avec la pédiatrie. Donc la cardiologie pédiatrique, à l'intérieur de la cardiologie pédiatrique, il y a autant de différences. C'est qu'il y a des cardiologues pédiatriques qui vont faire de la ville, il y a des cardiologues pédiatriques qui font que de l'imagerie, et il y a des cardiologues pédiatriques qui font de l'interventionnel. Et il y en a d'autres qui font un petit peu de tout. L'augmentation des cardiopathies congénitales, notamment de l'adulte, fait que c'est quelque chose qui est assez prisé. Et quand on a une activité en ville, avoir l'étiquette cardiologie pédiatrique, ça vous ouvre pas mal de portes et pas mal de centres. Alors enfin, je vais vous parler rapidement, juste pour vous dire, c'est très varié. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et chacun a un petit peu sa réalité. Moi, ce que j'aime bien dans la cardiologie, c'est qu'au cours de mon internat, j'ai vu des choses très variées sur le même organe. Et à chaque fois que je fais un stage, que ce soit de la médecine interne, vasculaire ou de la réanimation en chirurgie cardiaque, je découvre plein de réalités différentes, plein de prismes différents d'un même organe. Et je trouve que c'est infini. Et on prend finalement beaucoup de plaisir à le faire sans vraiment avoir trop à apprendre. C'est beaucoup de réflexion. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'internes en cardiologie qui a des choses à apprendre par cœur. C'est juste réfléchir sur un organe, et à aucun moment on sort un bouquin pour voir, à part les protocoles thérapeutiques. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc de l'aigu au chronique, je voulais vous dire que la base du métier, ce qui notamment fait les remplacements, c'est l'USIC. C'est-à-dire qu'à partir, je pense, de la 2e année, donc 4e semestre, vous pouvez commencer à faire des gardes d'USIC, un peu des gardes seniors. C'est à peu près partout le cas, que ce soit à Paris ou à Bordeaux. Moi, je suis un interne de Bordeaux, je me suis présenté, je suis un interne de Bordeaux. Je suis en master à Paris, j'ai la joie de vous voir. Et donc, l'aigu, finalement, c'est un peu ce qui nous caractérise tous. Ça veut dire que l'USIC, le fait de pouvoir faire de l'USIC, c'est un peu la base des remplacements, de ce qui nous permet d'avoir une activité un peu variée. Et donc, toutes ces personnes que vous voyez affichées, toutes, elles font un peu d'USIC. Donc, l'aigu, finalement, c'est quelque chose qui est standardisé. Et ensuite, le chronique, c'est à vous de le choisir. C'est à vous de choisir qu'est-ce que c'est d'anticiper, qu'est-ce que c'est la stratégie pour chaque patient. Donc une activité qui est assez complémentaire, qui est très variée. Alors tout à l'heure on parlait d'innovation, de recherche. Bon, la cardiologie je ne vous passe pas, c'est toujours en plein boom. À chaque fois, à chaque congrès européen ou international, il y a aussi un lobby pharmaceutique qui fait qu'il y a pas mal d'argent dans la recherche. Mais je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de défis à conquérir. Et en cardiologie, vraiment, si vous avez l'amour de la recherche ou l'amour de développer à la fois des devices, ou faire de l'épidémiologie, ou faire de la biomoléculaire, tout est possible. Voilà, moi je vous invite à faire de la recherche en cardiologie. Normalement qu'on a fait un peu des envolées lyriques, je vous parlais un petit peu de concret. Donc voilà, moi je suis fan de cet organe, donc maintenant on va parler juste des choses simples. C'est quoi la maquette de cardiologie? Donc c'est une maquette qui est en 4 ans, sauf 5 ans pour les options et les FST, comme rythmo, choro, imagerie et cardiologie pédiatrique. On a un co-DES pour la première année socle avec la médecine vasculaire. Pas d'inquiétude, hein. Les gens ils sont étiquetés d'entrée de jeu ou cardiologie ou médecine vasculaire.
et c'est pas l'évaluation qui va changer quelque chose. Les gens ils sont déjà filiarisés. Au niveau des évaluations, pour ce que nous on fait en cardiologie, il n'y a pas du tout d'idée de sélectionner les gens ou de faire un classement. Okay, les évaluations, nous ce qu'on est en train de construire en ce moment, c'est des QRU avec juste une possibilité de réponse. Okay, et vraiment, c'est pas du tout le but de classer les gens, que ce soit discriminant. Il n'y a pas vraiment de piège. C'est quelque chose qui est pour vous valoriser et juste vérifier que il y a des gens qui ne sont pas à la traîne, comme ça peut éventuellement arriver, comme il n'y a aucune évaluation au produit DES actuellement. C'est juste pour vérifier que tout le monde a un petit peu suivi ce qui se passait. Okay, donc n'ayez pas d'angoisse, ne vous dites pas que le ranking va jouer un compte, ne vous dites pas que les évaluations vont jouer un rôle. Pour l'instant, c'est pas du tout la philosophie de jeu. Okay, ensuite, il y a quelques figures imposées. Donc, la première année, vous faites forcément du vasculaire et de la cardiologie. C'est l'idée de faire un socle commun dans les stages qui sont agréés pour la phase socle, c'est-à-dire de faire vraiment des stages adaptés pour les premières années. Donc, vous serez un petit peu moins lâché, comme peut-être d'autres générations ont pu l'être. Vous êtes encadré, vous avez des après-midi de formation, et vous devez découvrir aussi la médecine vasculaire. Ensuite, bien sûr, de l'USIC, des explos cardiaque et aussi vasculaire, car le DES c'est cardiologie et aussi la médecine vasculaire. Donc ça veut dire que vous savez faire des échographies des troncs supraortiques, un peu d'aorte. Voilà, vous avez les fondamentaux en vasculaire. On a un stage de réanimation qui nous permet d'accéder à la réanimation médicale. On a un stage libre. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu au choix. Vous pouvez refaire de la réanimation s'il reste des places dans votre ville. Ou vous pouvez éventuellement faire la médecine interne, de la néphrologie, ouvrir votre esprit à autre chose pour comprendre un petit peu la cardiologie dans d'autres matières. Et bien sûr, tous les stages de cardiologie que vous avez traversés, que ce soit de la greffe, que ce soit de la cardiologie pédiatrique ou autre. Donc voilà, c'est une maquette qui s'adapte à chacun, qui peut être très variée. Alors peut-être pas autant de la réanimation, parce que nous sommes d'un seul organe, mais c'est quand même à mon avis très varié. Et les remplacements sont possibles. Alors ça, c'est encore un petit peu difficile pour nous, on est encore un peu en train de discuter. Pour l'instant, c'est que à partir de la thèse, comme pour tout le monde. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, je voulais parler un tout petit peu des remplacements. Donc les remplacements pour nous c'est quoi? C'est pas mal d'USIC dans des cliniques. Et comme on disait tout à l'heure, ça nous met beaucoup de beurre dans les épinards, ça peut largement doubler notre salaire. Et surtout c'est un intérêt aussi qui est clinique, c'est-à-dire que le fait d'être seul, le fait d'être en responsabilité, le fait de pouvoir faire de la clinique, c'est aussi d'autres patients, c'est aussi un autre recrutement. Et donc pour nous c'est vraiment un énorme plus. Et c'est vrai qu'on regrette un peu que ça soit aussi loin, juste après la thèse. Mais voilà, c'est quelque chose qui est encore en discussion. Et ces remplacements, ils offrent pas mal de possibilités. L'enseignement, le but de la réforme, tout à l'heure on discutait un petit peu de pourquoi la R3C. L'un des objectifs, c'était aussi d'uniformiser les plateformes d'enseignement. Donc ça sera principalement sur CIDES. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque référent de spécialité fasse une petite vidéo sur laquelle vous avez finalement tous les cours. Donc quelle que soit votre ville, l'idée, vraiment, c'est d'uniformiser la formation et que tout le monde ait accès aux formations communes. Donc c'est ça vraiment l'idée de la réforme, c'est de la pédagogie, c'est s'adapter à chacun avec la thèse et le mémoire aussi, on a aussi une cellita mémoire. Donc le mode d'exercice il est très varié, ça va de l'hôpital à la clinique, à des structures qui sont parfois mixtes. Moi le message que j'ai envie de vous passer c'est que vraiment vous faites l'exercice que vous voulez. Si demain vous êtes en libéral, déjà vous n'êtes pas seul, il n'y a aucun libéral, on peut s'installer tout seul, mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Maintenant les gens ils font des associations à 15, à 20, donc vous pouvez largement faire l'exercice à votre main, avec de la réadaptation, un petit peu de pédiatrie, un petit peu d'écho, un petit peu de consulte. Vraiment, c'est à la carte. Et c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt de la spécialité, c'est que en fonction de nos âges, on peut faire une pratique qui nous correspond. Ça veut dire que si vous voulez faire initialement un petit peu plus de soins intensifs, vous pouvez. Et avec le temps, si vous voulez passer sur quelque chose de plus tranquille, de réadaptation ou de consulte classique, vous pouvez. Donc moi, je trouve ça intéressant. Juste pour que vous ayez un peu une idée de la démographie, donc là c'est la démographie et l'âge des cardiologues installés. En gros, il y a eu un peu un cardio-boom à une époque, et en ce moment, c'est plein de cardiologues qui vont partir. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a 30 ans, il fallait acheter sa patientèle. Donc on ne pouvait pas s'installer où on voulait. Il fallait acheter la patientèle. Là, non seulement vous avez la possibilité de faire exactement ce que vous voulez, mais en plus, vous pourrez le faire à peu près où vous voulez. C'est-à-dire que quand toute cette colonne sera partie, ça fait un nombre de postes dans plein de villes différentes qui est ouvert. Moi, je vous parle de Bordeaux parce que c'est attractif, mais à Bordeaux, je pense que toutes les villes sont attractives, c'est pas du tout ça que vous voulez dire. Non, je suis pas un mytho.
Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple à Bordeaux, vous vous dites, tout le monde va venir à Bordeaux et tout. Pas du tout. Ils recrutent la côte basque, je ne sais pas si vous connaissez un peu le sud-ouest. Donc il y a à peu près 40 cardiologues et la concentration la plus élevée en France. La plus élevée en France, elle est ici. Donc il y a à peu près 2 cardiologues au mètre carré. Et bien, ils continuent à recruter. Donc le message que je veux vous faire passer, c'est que non seulement c'est varié, non seulement c'est à votre main, mais en plus on vous attend. Donc si vous êtes assez motivé pour venir un soir par la cardiologie, je pense que toutes les portes sont ouvertes. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'idée. La démographie médicale, vous avez vu, maintenant elle commence un peu à se mixer. Alors ça c'est sur toute la cardiologie, c'est vrai qu'en interventionnel, notamment au niveau coronaire, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais la volonté c'est vraiment d'ouvrir. Et je crois que peut-être qu'on a parfois un petit peu une mauvaise étiquette, je crois que la misogynie ne fait pas partie du DES. Donc voilà, on ouvre vraiment, cette spécialité elle est vraiment actuellement sur 50-50 au niveau de la mixité. Donc voilà, si vous avez envie de faire de la cardiologie, non seulement il y a de la place, mais en plus il y a plein de possibilités. Donc bien sûr il y a des zones qui sont un peu plus désertes que d'autres, mais le message c'est que je pense qu'on peut s'installer à peu près où on veut. Alors maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? C'est un peu la question qu'on se pose. L'idée c'est que même si on n'est pas forcément hyper bien classé, vous avez compris, la formation elle est quand même uniforme. Les places elles sont disponibles partout. Et même si j'ai envie de vous féliciter pour vos bons classements, je crois que j'ai surtout envie de vous dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans le DES, toutes les cartes sont rebattues. Pour la simple raison qu'il y a un big matching. Et pour la simple raison aussi qu'avec le groupe des jeunes, on vous offre des possibilités de pouvoir faire ce que vous voulez, même si dans votre ville, ça ne matche pas. Ça veut dire que si vous avez un seul professeur de coronarographie ou un seul professeur de rythmologie à Amiens, à Angers, à Tours, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, et que malheureusement, il a fait le slide vers la gauche, et bien malgré tout, là il y a des masques tombent parmi vous, et bien malgré tout, il y a une possibilité de se former. On a fait récemment un petit questionnaire. 40% des gens qui sont formés à l'interventionnel se sont formés en dehors du CHU. Ok ? Donc ça veut dire que, quel que soit votre classement, si vous avez maintenant envie de faire quelque chose, quel que soit d'où vous partez, quelle que soit votre ville, l'accès il peut être facilité, et je pense que le rang limite, pour moi finalement c'est pas tant un problème que ça. Alors c'est sûr que votre maquette peut-être sera un petit peu moins bien si vous êtes moins bien classé, surtout à Paris, vous avez tellement de diversité de stages, mais je crois que le message c'est pas du tout celui-là. À la fin, c'est vraiment pas les mieux classés qui prennent forcément les meilleurs postes. Et c'est ça que je veux vous retenir aujourd'hui. Donc les rangs, je vous les ai mis, donc parfois c'est peut-être un peu plus difficile que d'autres, mais je trouve que c'est assez homogène, et vous avez quand même des possibilités de formation qui sont assez variées. Là, je vous ai mis, ce PDF, bien sûr, vous pourrez l'avoir. N'hésitez pas, dans chaque ville, on a essayé d'avoir un réseau de référents en cardiologie. Bon, il nous manque Saint-Etienne, si quelqu'un veut nous mettre Saint-Etienne, qui n'hésite pas. Donc là, vous pouvez contacter les gens, on est là pour ça. Je crois que c'est avant tout une ambiance un peu familiale. C'est un peu la famille, donc vous n'hésitez pas à demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et n'hésitez pas à rencontrer, à pousser les portes. Moi, je fais un tout petit peu parler du collège des jeunes. J'appartiens au groupe des jeunes en formation de la SFC. Le but, c'est d'arriver à encadrer, proposer des congrès, des formations, participer à un journal, faire des sujets de recherche ensemble. Et je crois que ce groupe de jeunes, il a amené à se développer encore plus pour que justement, personne soit isolé dans son coin et que tout le monde puisse vraiment accéder à ce qu'il a envie de faire. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous, alors moi je suis Sabrina, je suis interne d'hépatogastro à Rouen et je vais vous parler de ma belle spécialité, puis on va dire aux cardiologues qu'ils n'ont pas le monopole du cœur, que le cœur et la passion c'est vraiment aussi pour les hépatogastroentérologues. Alors l'hépatogastroentérologie c'est quoi? C'est le caca mais pas que. C'est vraiment une spécialité hyper vaste, multi-organes, on a un côlon, un intestin grêle, un foie, un pancréas, un rectum, un anus, un estomac, un œsophage, c'est quand même pas mal, des vestibulières aussi. Donc vraiment très vaste, multi-organes, médico-technique, donc c'est une spécialité médicale et vraiment interventionnelle à part entière comme
celle de mes collègues. C'est vraiment dynamique. L'hépatogastro-entérologie française, c'est vraiment une grande famille dans laquelle on serait ravis de vous accueillir tous. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a les maladies du foie et de la vésicule biliaire qui, finalement, les pathologies, ça peut être une spécialité médicale à part entière. Donc, si vous avez vraiment envie de faire que ça, vous pouvez. Il y a la pancréatologie. Pareil, la pancréatologie, c'est vraiment une spécialité médicale à part entière avec tout type de pathologies infectieuses, cancéreuses, auto-immunes qui peuvent être traitées. Il y a évidemment l'endoscopie. L'endoscopie, c'est pas les chirurgiens qui vont la faire, hein. C'est inventé par les gastro-entérologues et c'est amélioré par les gastro-entérologues et ce sera toujours fait par les gastro-entérologues, je vous rassure. Voilà, donc l'endoscopie, c'est la colo, la fibro, donc vraiment l'endoscopie de base, et puis c'est l'interventionnel. On fait des choses incroyables en endoscopie interventionnelle, du cathé, de la CPRE, des poses de prothèses, de la nécrosectomie, et vraiment des choses incroyables dans des centres comme Paris, Marseille, Nantes, voilà, qui font vraiment de l'endoscopie, de la belle endoscopie. On est vraiment une référence mondiale pour plein de spécialités. Il y a aussi les Mickey, pour ceux qui aiment le Crohn et la XCH avec leurs patients si particuliers, avec leur nounours sur la table. Il y a les Mickey, donc ça aussi, ça peut être vraiment une spécialité vraiment complète, hein, l'étude des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Puis il y a la cancérodige qui a été faite toujours par les hépatogastro-entérologues. Vraiment, les centres d'oncologie digestive, c'est vraiment les gastros qui gèrent et très peu les oncologues médicaux. Il y a aussi l'addicto pour forcément cirrhose, alcool, addicto, ça semble assez logique. Il y a la proctologie, on ne connaît pas bien la procto, on se dit ah c'est dégueulasse tout ça, mais vraiment c'est très très vaste et puis c'est technique, c'est interventionnel, donc on peut faire des choses médico-chirurgicales en proctologie. Il y a des hépatogastro-entérologues qui font vraiment que ça et c'est passionnant. Il y a les pathologies du tube, les pathologies fonctionnelles, la motricité digestive, donc vraiment plein de choses à faire et puis c'est un peu une spécialité aussi transversale avec des pathologies infectieuses. On fait de la radio, donc le DU d'écho on le fait souvent et puis l'hépatogastro-entérologue il sait faire une bonne échographie abdominale. En plus de l'échographie, il y a certains hépatogastro-entérologues qui veulent faire de la radiologie interventionnelle. Donc il y a des villes où les gens aiment l'hépatogastro-entérologie, aiment la radiologie, et puis il peut y avoir un peu ce lien entre les deux où les hépatogastro-entérologues sont des radiologues interventionnels. Donc vraiment, il y a plein de possibilités pour vous avec une spécialité aussi vaste, avec autant d'organes. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez et quand vous voulez. Donc les rangs limites, la chose pas drôle, là on est à Paris, donc l'année dernière il y a 23 postes, c'est la ville où il y a le plus de postes de gastro-entérologie. C'était le rang limite, c'est 1052, mais si vous n'avez pas Paris, vous serez très très heureux en province et on vous accueille à Rouen avec grand plaisir, qui est un super centre et pareil dans toutes les villes. L'année dernière c'était peut-être un petit peu moins bien, Bordeaux d'habitude le rang limite est un peu plus bas, pareil pour Lyon, mais voilà c'est vraiment promo dépendante, mais les classements ça reste, c'est juste un classement, on l'oublie très vite après, l'essentiel c'est vraiment de choisir la spécialité que l'on veut. Donc la maquette de gastro-entérologie, comme la cardio, comme la néphro, c'est toujours en 4 ans malheureusement pour l'instant. Il y a 7 semestres d'hépato-gastro-entérologie, 3 semestres qui seront au CHU et 2 au moins en péri. Donc c'est quoi la phase socle? Donc voilà, 2 semestres de gastro dans des lieux agréés, au CHU pour la plupart des villes, ou dans des villes où il y a des grosses péris, c'est un semestre au CHU et un semestre en péri où vous faites de la gastro et vous commencez un peu à toucher au tube et vous pouvez faire un peu d'endoscopie pour vous y mettre. La deuxième phase, donc il y a 2 semestres dans un lieu agréé aussi en gastro, un semestre d'endoscopie parce qu'avant il y avait des villes où les 6 mois d'endoscopie, c'était un peu empiété par les PU, ils ne laissaient pas faire 6 mois, là vraiment c'est 6 mois d'endoscopie et vous faites que ça pour vraiment apprendre la technique et l'interventionnel parce qu'un hépatogastro-entérologue qui ne fait pas d'endoscopie, c'est pas un hépatogastro-entérologue. Il y a un semestre du coup en AGE que vous pouvez rajouter ou bien dans une autre spé, donc soit en cancéro, soit en anapathe, soit en radiologie, soit en réanimation. Donc vraiment en fonction des appétences de chacun, vous allez pouvoir choisir entre ces différentes spécialités. Et puis enfin la phase de consolidation, big matching, donc 1 an au même endroit pour exercer en tant qu'assistant de 3e cycle. Juste un petit mot, on ne va pas parler de la réforme, elle a très bien fait Laura. Juste nous, en gastro, vraiment, l'expérience a vraiment son importance, c'est pour ça qu'on demande la 5e année.
Et puis, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc, on a l'amour de notre spé et vraiment, on garde cet espoir pour avoir cette 5e année qui devrait peut-être tomber incessamment sous peu parce qu'on a vraiment besoin de cette année supplémentaire pour nous former, sachant que là, actuellement, les internes de pathogastro, quand on a fait un sondage, ils trouvaient qu'ils étaient bien formés, mais que 2 semestres en plus, ça ferait pas de mal, vu la spécialité vaste qu'on a et toutes les choses à apprendre sur tous les organes qu'on a à étudier. Donc la formation initiale, nous, alors on a une plateforme de e-learning depuis 2 ans qu'il faut valider avec tous les cours, donc pour chaque surspécialité. Donc il y a un module d'endoscopie, un module de procto, un module de cancérodige, un module d'hépato, un module de pancréato, un module de tube de nutrition, un module de Mickey. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais plus. Et donc voilà, il y a des cours, il y a 20 à 30 cours par module en fonction de l'importance de la surspécialité. Et pour chaque cours, il y a des QCM à valider. Donc on valide le cours uniquement quand on a bon à tous les QCM. Donc il y a un temps de présence sur le site. Voilà. Et c'est vraiment une belle plateforme où vous pouvez mettre votre CV, vos publications, valider les QCM, retrouver les cours, poser des questions aux personnes qui ont fait les cours s'il y a des choses que vous trouvez un peu particulières, et puis nous faire remonter à nous la fiche. C'est l'association française des internes de gastro, c'est vraiment une association dynamique dont je suis la présidente, et vous nous faites remonter les infos. Nous on participe à toutes les réunions de cours e-learning pour leur dire votre cours c'est de la merde, ou votre cours c'est très bien, il faut changer ça, rajouter ça, on a besoin de ça, voilà. Donc vraiment pour le coup on a une grande communication avec nos universitaires pour adapter la formation et le souhait des internes au maximum. La simulation en endoscopie, on a la chance d'avoir des medical training centers un peu partout en France. Donc l'endoscopie, pour la première fois, ça ne s'apprend pas sur le patient. C'est pas faire le tube, tu te débrouilles, le pauvre patient qui n'a rien demandé. C'est d'abord, ça s'apprend sur des modèles virtuels, donc des grosses machines où on fait de la simulation en colo et en fibro, ou sur des animaux. Donc tous les ans, il y a un congrès. On fait ça sur des cochons à Limoges tous les ans, donc pour essayer de vous améliorer. Un cochon anesthésié, voilà. Il y a les anesthésistes qui vous endorment les cochons, et puis nous, on met les tubes. Alors il y a aussi quelque chose de bien, c'est les internes qui sont vraiment proches des PU, des libéraux, durant tous les congrès, avec vraiment un réel échange. Et on a des tarifs préférentiels pour les internes, on a vraiment des sessions que pour les internes, faites par les internes. Donc voilà, il y a vraiment dans les congrès un échange, et puis plein d'avantages au niveau prix, au niveau revue pour s'abonner. Les options qu'on a avec la maquette, on a 2 options. Si on a la 5e année, les options on va les virer. On a l'option proctologie, ça rajoute une année de formation en plus, vraiment pour faire de la proctologie médico-chirurgicale. Et on a une option endoscopie niveau 2, donc c'est vraiment pour faire du KT, de la CPRE, vous rajoutez une année de plus à votre internat. Les FST, les formations spécifiques transversales, on a la nutrition. La cancéro, il faut savoir que 40% des internes des pathogastro font actuellement le DESC de cancéro. Voilà, je pense que la cancérologie à l'heure actuelle, et surtout en hépatogastroentérologie, c'est vraiment pas indéniable. Donc il y a beaucoup d'internes qui font cette surspécialité-là afin de pouvoir prescrire les chimios et suivre les patients. La dicto, c'est fait par très peu d'internes, les soins PAL, c'est fait par très peu d'internes, mais en tout cas vous avez accès à ces différentes FST qui rajoutent une année de formation à votre maquette de 4 ans. Les DU, on en a beaucoup, de très bonne qualité. Donc le DU d'écho, vraiment, voilà, vous savez faire à la fin, vous savez faire de l'écho. Le DU d'écho, c'est pendant votre semestre, vous avez des cours à apprendre, un examen à valider, et puis vous libérez plusieurs après-midi pour aller faire de l'écho. Soit vous faites un semestre de radio, et du coup vous faites plein d'écho, soit vous libérez les après-midi pour aller faire de l'écho. Normalement, ça se passe généralement bien en fonction des centres. Là aussi, c'est un peu centre dépendant, mais majoritairement, vous arrivez à aller faire vos demi-après-midi d'échographie pour vraiment vous former au mieux à l'échographie. Le DU d'hépatite virale, de pathologie fonctionnelle, de procto, d'endoscopie interventionnelle, d'écho-endoscopie, de maladies infectieuses et foie pour être un peu transversal qu'on partage avec nos amis infectiologues, donc vraiment plein de DU. Après on a la plateforme d'e-learning, mais c'est vraiment les DU sont très très bien faits, et généralement chaque interne de gastro, on avait fait un sondage, fait au moins 2 DU pendant 2 DU minimum pendant son internat. Les différentes perspectives actuellement, quasi tous les internes de gastro ont un post-internat, soit assistant, soit CCA en fonction de son orientation professionnelle. Mais là, avec la nouvelle réforme, ça va un petit peu changer. Il y aura cette dernière année où vous serez assistant, et puis un clinica pour ceux qui veulent faire l'universitaire. Bon, on va essayer de maintenir des postes d'assistant pour tout le monde, mais ça a l'air d'être compliqué avec les ARS, mais
universitaires de gastro, vraiment, ils vont tout faire pour pousser, histoire d'avoir un assistanat d'1 an en plus des 4 ans pour un maximum de personnes. L'évolution des effectifs, donc la pratique elle peut être salariée à l'hôpital, donc en CHU, en centre hospitalier généraux, soit mixte, hôpital libéral ou soit libéral. Donc actuellement, en 2015, il y avait 37% d'exercice libéral intégral, 42% de salariés, et puis les autres avaient un exercice mixte. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, des perspectives pour votre qualité de vie. Vraiment, c'est en fonction de vos envies et vous pouvez changer. Vous commencez par être PH dans un CHU, puis après vous installez en libéral. C'est vraiment vous qui décidez. Pareil, la population de gastro-entérologues est masculine et se fait vieille. Donc il y a plein de gens à remplacer. Il y en a 529 qui ont plus de 60 ans au 1er juillet 2015. Donc tous ceux qui veulent vraiment faire du libéral, il y a de quoi, 133 à Paris, dans le sud 63, Bordeaux 25, donc vraiment dans des endroits super sympas, vous allez pouvoir aller vous installer si vous le souhaitez. Ça c'est pour mon ami Guillaume. Les modes d'exercice, donc le libéral, c'est l'activité en fonction de votre envie. Généralement, tout le monde fait de l'endoscopie, et après, il y en a, ils préfèrent faire plus de Mickey, plus de foie, voilà. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez et ce que vous souhaitez. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. En libéral, il y a vraiment un travail en équipe le plus souvent. C'est des grosses structures, les cliniques où il y a des gastros, il y a vraiment des grosses structures. Il y en a une à Marseille, ils sont 24 hépatogastroentérologues, ils gagnent très très bien leur vie. Donc vraiment travailler dans des belles structures et faire vraiment de la belle hépatogastroentérologie, même si vous êtes en libéral. Le revenu moyen, parce qu'il faut en parler, et puis c'est important, la qualité de vie. En secteur 2, quasi tout le monde est en secteur 2 en gastro, c'est en moyenne 132 960 € par an, ce qui est quand même pas mal pour bien vivre. L'exercice hospitalier, donc quand on est dans un CHU, on est souvent surspécialisé en onco, en endoscopie, en hépato, en ce que vous voulez. Et quand on est dans une péri, dans un centre hospitalier général, généralement on fait un peu plus de tout que dans un CHU. Les contraintes au CHU, c'est les astreintes de week-end et les astreintes d'endoscopie qu'on partage avec les chefs et les internes. Il y a plein de staff, il y a de la recherche, un travail pluridisciplinaire. Et puis le salaire, pareil, hein, c'est selon les échelons de pH avec les astreintes. En tout cas, dans tous les cas, vous serez dans des équipes vraiment dynamiques, vous allez pouvoir vous impliquer, que vous soyez libéral, hospitalier, universitaire ou pas, dans les sociétés savantes, de faire les cours, de participer à la recherche. Voilà, donc vraiment de travailler avec des outils innovants et afin de faire évoluer votre spécialité et de l'améliorer pour améliorer la qualité de vie des patients et mieux les prendre en charge. Donc qui contacter? Un petit mot sur cette association. L'AFI, donc c'est l'association française des internes de gastro-entérologie. On fait plein de choses pour les internes, des week-ends de formation où on se rencontre tous pour parler de cours, pour parler d'installation. On est à tous les congrès des sociétés savantes, quasi à tous les congrès français, et maintenant on va être dans un congrès européen, donc vous allez pouvoir venir nous voir à ce moment-là. Vous pouvez nous envoyer un petit mail, j'en ai déjà reçu quelques-uns pour ceux qui veulent faire hépatogastro à l'internat, un petit mail au mail de l'AFI, je vais poser toutes vos questions sur les différentes villes. On a un référent dans chaque ville, et puis au sein du bureau, on vient vraiment de villes différentes, donc on connaît un petit peu ce qui se passe partout en France. Et puis pareil, vous allez pouvoir nous trouver au sein de la SNFGE, c'est la Société nationale francophone de gastro-entérologie. Là pareil, on est vraiment en lien avec eux, et vous allez pouvoir nous contacter via leur site, retrouver plein de choses via leur site, et puis n'hésitez pas à aller venir sur notre Twitter et puis sur notre Facebook, on va pouvoir échanger, voilà. Donc excellent choix à vous. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux et d'avoir gardé le meilleur pour la fin, la néphrologie. Donc, en gros, casquette néphrologue au XXIe siècle, probablement, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui sont passés en néphrologie. Moi-même, je n'étais pas passée externe, et pourtant maintenant interne en 8e semestre, je suis extrêmement contente d'avoir pris la néphrologie à Paris. Donc être néphrologue au XXe siècle, c'est s'occuper des patients insuffisants rénaux un petit peu toute leur vie, avec des bases d'immunologie importantes, des bases cliniques, mais également de physiologie. Et être néphrologue, c'est pas juste dialyser le patient, le brancher à la machine, dire il va faire 4 heures de dialyse, on fait 2 litres d'UF, et puis je prends 500 € sur sa séance de dialyse. C'est un petit peu plus complexe. En général, le patient rentre dans la maladie rénale chronique, avec des âges plus ou moins différents en fonction de sa pathologie.
sur un mode d'insuffisance rénale aiguë qui va nécessiter ou non la dialyse. Et ensuite, il va être suivi par le néphrologue qui va essayer de ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. Et les patients insuffisants rénaux chroniques au stade de prédialyse, il y en a actuellement 2 à 3 millions en France, ce qui représente quand même un gros bassin de population. Ensuite, il va falloir quand même préparer le patient alors ou à la greffe directement, ou le plus fréquemment en France à la dialyse, ce qui va pouvoir être ou l'hémodialyse sur cathéter ou sur fistule, ou la dialyse péritonéale. Il y a aussi la transplantation rénale qui va être possible, et ça, tous ces patients-là, en fait, ils vont faire des complications. Ceux qui sont passés en néphrologie ont pu le voir, ces patients qui sont un petit peu captifs du néphrologue, parce que le patient va avoir une diarrhée, en fait, il ne va pas appeler un gastro, il va appeler le néphrologue, en disant « Ah, j'ai mangé des pruneaux, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ?» Bon, ok, on va voir. Et il faut gérer tout ce qui est infection, complications cardiovasculaires, évidemment en collaboration avec nos copains cardiologues. Et donc c'est des patients qu'on va suivre en général tout au long de leur vie, et ça fait des activités qui sont extrêmement diversifiées, avec également des gestes médico-techniques comme les biopsies rénales, savoir monter des machines de dialyse, savoir gérer de la dialyse péritonéale, etc. Du fait de cette transversalité et de l'intérêt de la spécialité, c'est une spécialité qui est assez attractive. Et c'est une petite spécialité puisqu'il y a à l'heure actuelle 1200 néphrologues formés en France et entre 90 et 100 internes de néphrologie par an, avec une spécialité qui est prise en deuxième après l'ophtalmo. Alors pour Paris, cette année, probablement que ce sera en plus un petit peu moins de postes, puisqu'il devrait y avoir 14 ou 15 postes. Et dans les autres villes, ça devrait être sensiblement la même chose, en sachant qu'il y a entre 1 et 5 postes d'internes en néphro dans les différentes villes, ce qui fait que l'intérêt, vous le connaissez tous, c'est super ambiance, et vous pouvez même partager vos connaissances avec l'interrégion, puisque comme il n'y a pas beaucoup d'internes dans chaque ville, en général les villes de néphro se sont groupées en sous-régions pour pouvoir être plus attractifs et pouvoir faire des cours un petit peu groupés, puisque évidemment comme quand à Limoges ils sont 4 internes en formation, ça favorise pas la dynamique pour les cours, etc. Donc pour les autres villes, voilà la répartition qui devrait être un petit peu près la même, puisque c'est stable sur les dernières années, avec le premier rang qui était 39 à Nantes l'année dernière, le dernier 3810 à Limoges. Voilà, on pourra en reparler de toute façon tout à l'heure. Concernant la maquette, donc comme mes collègues, on va avoir le même type de maquette, avec la première année un stage en néphrologie, ce sera probablement la néphrologie froide. Donc par exemple à Paris, il y a à peu près une quinzaine de services. Tous ne seront pas ouverts à la phase SOC, puisque ce sera plus regroupé sur de la néphrologie qui traitera probablement d'immunologie, mais également des complications insuffisance rénale aiguë et chronique. Et donc il y aura quelques stages en CHU, quelques stages en CHG. Il y aura également un stage en médecine intensiviste et réanimation. Si jamais il ne peut pas être fait au cours de la première phase socle, ce qui risque d'être le cas pour l'année prochaine, il pourra être fait lors de la phase d'approfondissement. Donc vous inquiétez pas, normalement le nombre de postes prévus, ça devrait le faire. Sur la phase d'approfondissement, il y aura un stage en néphrologie avec activité de dialyse. En fait, ce n'était pas forcément le cas, puisque par exemple à Paris, il y avait 15 postes de dialyse par semestre, donc ce qui fait que très très peu d'internes ont pu passer en dialyse, ce qui est un problème, puisque ça représente quand même, il ne faut pas nier, une partie de notre activité, d'autant plus en remplacement, il y a quand même beaucoup de néphrologues qui font de la dialyse. Il y aura également un stage en néphrologie avec une activité centrée en transplantation rénale. Toutes les villes quasiment de France ont de la greffe. Donc ça posera pas de problème pour ceux qui veulent partir. Il y a vraiment de la greffe partout. Avec même Toulouse en fait qui fait le plus de greffe à l'heure actuelle en France. Il y aura également 2 stages libres, ou le stage en réanimation s'il n'a pas été effectué en phase socle, et phase socle si la réa n'a pas été faite, ça pourrait être un stage libre. Donc stage libre à votre convenance, il y a beaucoup qui font de la cardio, de la maladie infectieuse. Il y a également des stages qui étaient assez prisés, mais du fait de moins de stages libres, peut-être qu'ils seront moins pris, qui étaient l'ANAPAT ou les stages de physiologie rénale, et qui sont essentiels dans notre formation. Et ensuite, il y aura une année de mise en responsabilité. Nous, a priori, ça devrait être 2 stages de 6 mois en néphrologie, avec les mêmes modalités d'attribution que la phase socle décrite précédemment.
Voilà, les FST vont vous faire sourire. Donc génétique et médecine moléculaire bioclinique. Et la deuxième, pharmacologie médicale et thérapeutique. Qui est pas, je ne vous cache pas, forcément très adaptée à la pratique néphrologique actuelle. Mais on a eu des petits problèmes avec la réforme au passage également. Concernant l'enseignement, alors nous en fait le collège universitaire des enseignants en néphrologie a fait pas mal d'efforts depuis déjà quelques années puisqu'ils ont mis en ligne tous les séminaires du QN qui sont organisés 2 fois par an. C'est des séminaires de 2 jours dans un très beau manoir avec piscine proche de Paris. C'est vrai. Je peux vous montrer des photos après si vous voulez. Et donc le premier séminaire c'est l'insuffisance rénale aiguë. En général c'est pour les premières années. Ensuite il y a un QN glomérulopathie, dialyse, transplantation rénale et physiologie rénale. Donc c'est 2 jours de cours, c'est assez intense. Petite soirée au milieu, mais bon en général on taffe un peu. Et ça tout est mis en ligne en fait depuis quelques temps. Et il y a également des enseignements en fait qui se font au niveau local. Par exemple à Paris les enseignements, il y a une soirée de DES de 3 heures tous les mois qui sera maintenue. Qui a priori devrait être mise en ligne également, et des séminaires locaux dans quasiment toutes les villes de France aussi, c'est entre 1 et 3 par mois, ça dépend un peu de la ville. Et en fait en région, je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont groupés en interrégions, ce qui fait qu'il y a également des séminaires régionaux. Et donc en fait ça fait quand même pas mal de formations pour les néphros, et puis l'évaluation sera sensiblement la même pour la validation des différentes phases. Ah oui, également autre chose, donc il y a aussi les séminaires de type de la Société française de néphrologie, et il y a des séminaires gratuits également ouverts pour les internes organisés par le Club des jeunes néphrologues, dont je vous donnerai le contact tout à l'heure, qui a lieu 2 fois par an. Il y a un séminaire recherche là, par exemple qui a lieu à la rentrée sur un peu comment faire un M2, qu'est-ce que la recherche, et puis il y a un séminaire tous les ans dont le thème est différent et qui est gratuit pour les internes et tout est payé, donc ça peut être un complément de formation aussi qui est important, puis ça permet de rencontrer tous les néphros de France. Séminaires régionaux, ok. Les possibilités de M2. Alors, en fonction des villes, c'est devenu pas obligatoire pour avoir un poste, mais c'est très très recommandé. Et ça, je pense que c'est une spécificité importante de la néphro. C'est qu'à Paris, là, on est 100% à avoir fait un Master 2. En France, c'est 50% des internes de néphro. Donc moi par exemple pour avoir mon poste on m'a dit de chef de clinique, on m'a dit si tu fais pas de master 2 reviens pas forcément me voir. Donc ça il faut, après c'est voilà, on a une spé qui est très orientée physio, immuno, recherche, donc c'est pas forcément un problème. Donc, voilà, ça peut quand même poser problème après pour les postes, en sachant qu'on peut très bien aussi ne pas faire de clinica, partir en dialyse, faire du libéral derrière. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut quand même se poser la question, sachant qu'il y a une vraie incitation à la recherche, que ce soit la recherche clinique, mais surtout la recherche fondamentale, et qu'il y a énormément de labos qui font de la recherche en néphro, que ce soit à Paris ou ailleurs, avec des possibilités un petit peu partout. Les postes d'assistants et de chef de clinique sont stables pour le moment. À Paris, il risque d'y avoir un petit problème, c'est que les promos d'avant on était plutôt 8 ou 9, et là c'est entre 15 et 18. Donc là pour le moment il n'y a vraiment pas de problème, il y a même encore des postes à pourvoir, donc vous ça ne va pas vous concerner là, c'est dommage. Mais ça va probablement poser un problème dans quelques temps. Voilà, concernant, alors je ne fais pas beaucoup de diapos, hein. On va faire le modalité d'exercice, répartition des néphros en même temps. La pyramide des âges, c'est comme mes collègues, hein. C'est-à-dire que là ça vieillit, ça se féminise, et il y a pas mal de régions où ça va commencer à manquer de néphrologues. Donc, en Ile-de-France, il y a une concentration qui est très importante, mais parce qu'il y a beaucoup de CHU, il y a beaucoup de CAG, et il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de régions où il y a des densités faibles, notamment en Corse, il y a 3 néphrologues et pas de service de néphrologie. Donc ceux qui rêvent de la Corse, je pense que vous pouvez commencer à faire un business plan pour votre clinique. Il y a quelque chose du terrain à prendre. Les modes d'exercice, alors en fait, sont assez variés, et c'est là-dessus que je voulais un peu revenir. Il n'y a pas que le néphrologue du CHU qui fait des choses intéressantes. Vous êtes, je pense, tous passés au CHU, vous avez vu le lupus qui fait l'IRA, c'est génial, je le biopsie, je lui balance son endoxan, il guérit, c'est top. En fait, déjà, c'est pas tout le temps ça. Et puis en plus, les néphros qui exercent en CAG, ils font aussi du diagnostic, ils suivent aussi des malades, ils les mettent en dialyse, et puis une fois que ces patients sont greffés, ils vont suivre les greffés. Donc c'est une activité qui est vraiment très diversifiée, que ce soit pour les médecins au CHU ou pour les médecins en CAG et en libéral.
avec des activités, alors qui est principalement salarié, qui est en bleu, en sachant que dans l'activité salariée, il y a aussi ceux qui font de la dialyse en associatif. Donc il n'y a pas que les gens qui exercent à l'hôpital. Activité mixte, nous c'est à peu près 10%, et libéral c'est globalement stable, c'est 15%. Voilà, ça devrait rester à peu près dans ces proportions-là, en sachant que là, il y a environ 70 néphrologues par an qui partent à la retraite, et l'arrivée, là, c'est 90 internes par an. Malheureusement, avant, il y en avait qui pouvaient partir en réa, c'était 10 par an à peu près, puis maintenant, tout le monde restera en néphrologie, et c'est très bien. Voilà, que dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous donner les contacts. Donc, moi, je fais partie du SNIN, donc vous avez le contact là. On a un site internet qui est en cours de construction, je pense que ce sera pour la semaine prochaine, j'espère. Et alors le livret des villes, parce que il y a tous les noms des référents pour ceux qui potentiellement sont intéressés pour partir. Il y a le nom des référents avec toutes leurs coordonnées. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour l'avoir avant la semaine prochaine, vous pouvez envoyer un mail sur le site du SNIN et on vous enverra directement le livret, même s'il n'est pas terminé, avec tous les contacts des référents, comme ça vous pouvez commencer à vous renseigner. Et l'autre contact, c'est le Club des jeunes néphrologues qui donc organise pas mal de séminaires, qui fait une revue de la littérature toutes les semaines. Il y a une veille bibliographique qui est toutes les semaines, et voilà, qui est très dynamique, qui a plein de néphros de toute la France. Et puis après, le Collège universitaire des enseignants de néphro et la Société française de néphro. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions, en sachant qu'il y a aussi Agathe de Bordeaux, il y a Florian de Montpellier qui est dans le coin, et puis il y a Émeric de Martinique qui va arriver aussi. Il n'était pas dans l'avion, mais il est... Voilà, merci. Alors, avant de passer, donc on va bientôt passer aux questions que vous allez pouvoir poser aux différents référents. Donc on va faire 4 coins différents, un pour chaque spécialité. Vous pourrez aller poser vos questions. Il y aura des internes de chaque spécialité, il y en aura plusieurs. Comme ça, vous pourrez poser des questions en petits groupes. Avant ça, je vais vous demander à tous de remplir cette évaluation. Donc sur www.jaronline.fr/eval pour nous dire ce que vous avez pensé de la soirée, ce qu'on peut améliorer, notamment pour l'année prochaine. Si vous avez même des questions que vous ne voulez pas dire parce que vous êtes timide, n'hésitez pas. En attendant que vous remplissiez ça, je vais vous demander un petit peu si vous avez des questions très générales, donc pas sur les spécialités, pour ça il y aura les différents coins, mais si vous avez des questions générales là sur la réforme, sur l'internat, que tout le monde pourrait éventuellement vouloir entendre. Oui. Déjà des informations sur quel stage doit être en phase socle. Alors les stages de phase socle, effectivement, ça a été un travail qu'on a fait dans chaque spécialité. Ils sont fléchés, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir des stages tous les stages. On sait lesquels c'est-à-dire que chaque spécialité a fait ce travail-là, elle a fléché, elle a dit nous ce sera tel stage, il y aura tant de postes, ce sera pour les phases socles. Donc ces stages-là, ils seront disponibles que pour vous, ils ne seront pas disponibles pour nous. Et vous n'en aurez pas accès à d'autres. Donc vos choix seront après nous, mais vous aurez vos postes à vous. D'autres questions générales? Oui. Sans limite pour le nombre de postes qu'il y a pour donner à l'avenir. C'est pas général du tout. Alors pour ça...